À peine son annonce de mettre fin à son exil rendu public, il a été reçu le lendemain même par les autorités militaires nigériennes. L'opposant ivoirien Guillaume Soro a exprimé sa gratitude à ses bienfaiteurs pour la main tendue et l'hospitalité. Guillaume Soro qui se rapproche ainsi d'Abidjan. Que faut-il comprendre à travers cette démarche? Nous allons donc tenter d'analyser les enjeux d'une telle alliance avec nos invités. À ma droite, je vous présente Lido Tierno qui n'est plus à présenter. Il est journaliste à Pulsar FM. Bonsoir. Oui, bonsoir Vanessa. Et bonsoir à Issa Sigiré qui est journaliste aux éditions Le Pays. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, avec nos confrères, nous allons donc analyser ces différentes informations. Guillaume Soro qui est au Niger au lendemain de son annonce de mettre fin à son exil. Ce fut une surprise pour beaucoup de monde. Lido Tierno, est-ce que ce scénario vous attendiez? Oui, ce fut une surprise, même si c'est vrai qu'il avait annoncé qu'il finirait... Il va rentrer de son exil, il ne pouvait pas vivre loin de sa terre, qui est la terre africaine. C'est vrai, le fait de l'avoir vu du côté de Niamey, c'est une surprise, parce que quand on essaye de décrypter, on n'arrive pas effectivement à avoir une logique dans ce qui se passe. Parce que quand il a dit qu'il allait mettre fin à son exil, c'est vrai qu'on pensait qu'il allait revenir en Côte d'Ivoire, mais on se posait aussi des questions. Est-ce qu'il y a eu peut-être des préalables qui n'ont pas été expliqués comme ceux qu'ont eu l'autre, comment il s'appelle, l'ancien président ivoirien, voilà, Laurent Gbagbo et Blé Goudé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ces préalables, donc on se demandait réellement mettre fin à son exil pour revenir, ou bien il y avait une entente entre lui et le pouvoir en place. Bon, le fait de le voir à Niamey, on a compris effectivement que ce n'était pas pour entrer en Côte d'Ivoire, mais c'était juste peut-être pour revenir sur le sol africain. Alors justement, bon, c'est vrai, quelle lecture on peut faire de cette situation? C'est vrai, Guillaume Soro, c'est un homme politique que nous autres, nous avons, burkinabés, avons eu à connaître depuis le début des années 2000 avec la rébellion. Au-delà de la rébellion, ceux qui l'ont connu quand il était dans les mouvements estudiantins. Mais bon, je me dis aujourd'hui, si je prends de 2000 à 2023, ça fait près de 23 ans. Et cet homme politique, je ne sais pas quel est vraiment son idéal. C'est-à-dire, est-il un homme politique qui doit être dans la logique de la confrontation uniquement, ou bien est-il aussi un homme politique qui veut poser des actes qui rentreront dans l'histoire. Aujourd'hui, il est dans une situation où il est en conflit avec le président ivoirien. Alors, tout ce qu'on sait, on sait que dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, je peux comprendre que on arrive à pardonner certains actes. Si on a vu Laurent Gbagbo qui a enfermé Alassane Dramane Ouattara dans l'hôtel du Golfe pendant plus de 3 mois, revenir en Côte d'Ivoire, si on a vu Blé Goudé revenir, on n'arrive pas à comprendre par exemple que Guillaume Soro qui a eu à travailler avec Alassane Ouattara ne puisse pas effectivement peut-être avoir un dialogue qui lui permettra de revenir. Au juste, qu'est-ce qu'il a fait comme acte en Côte d'Ivoire? Et il est parti de la Côte d'Ivoire, et il est recherché par la Côte d'Ivoire, et il a même été condamné. Voilà. Pourquoi? Est-ce qu'on peut mettre en avant l'orgueil dans l'attitude de Guillaume Soro? Bon, ce qui est sûr, comme le disait un homme politique burkinabé et Zéphirin Diabré qui disait qu'en politique, il n'y a jamais d'ennemi éternel, il n'y a jamais d'amitié, d'amis éternels. Donc ça veut dire que, compte tenu des contextes et des contextes et certaines opportunités, on peut être des ennemis aujourd'hui et puis devenir des amis. Mais on a l'impression, à écouter Guillaume Soro, que lui et Alassane Dramane Ouattara, ce sont des gens qui ne peuvent plus se mettre ensemble. Alors que Guillaume Soro est ivoirien. Forcément, si vous voulez revenir dans votre pays et que le pays est dirigé par une personne avec qui vous n'entendez pas, la meilleure des choses à faire, c'est peut-être travailler à travers des médiateurs, à avoir peut-être l'opportunité de discuter avec cette personne. Si réellement Guillaume Soro tient à revenir dans son pays à l'heure actuelle, d'autant plus que le pays est dirigé par Alassane Dramane Ouattara, s'ils ne s'entendent pas, on se pose la question comment réellement il fera donc pour rentrer au pays. Moi peut-être à sa place, c'est de la politique. Pourquoi ne pas avoir des médiateurs pour effectivement régler l'affaire qui se passe entre lui et le président de son pays, Alassane Dramane Ouattara? Alors, Issa Sigiré,
des médiateurs pour tenter de ressouder le pont qui a été cassé. Est-ce que le fait que Guillaume Soro soit au Niger, qui n'est pas si loin d'Abidjan, est-ce que ce rapprochement, il est stratégique ou acte de provocation? Alors avant de revenir à votre question, si c'est de la provocation ou c'est une volonté d'aller effectivement en Côte d'Ivoire, j'aimerais quand même qu'on reparte en arrière pour voir un peu le cheminement de Soro Guillaume, qui a commencé d'abord par le mouvement estudiantin avant son entrée d'abord dans la rébellion ivoirienne, puis en politique. Quand on prend la génération de Soro Guillaume, c'est-à-dire ceux-là qui ont d'une manière ou d'une autre dirigé la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la plupart d'entre eux sont tombés en disgrâce avec leur mentor. Il n'est pas le seul. Il y a Kakabe qui est tombé en disgrâce avec Henri Konan-Bédié un peu plus tard. Il y a eu aujourd'hui Bleu Goudé et Laurent Gbagbo qui ne s'entendent plus. Et enfin Soro Guillaume et Alassane Ouattara qui ne s'entendent pas. Donc on peut dire que c'est guéguerre entre parrains et filleuls, un peu partout dans tous les camps politiques en Côte d'Ivoire. Mais ce que les Soro a échoué là où les autres ont réussi. Si vous regardez par exemple Kakabe qui est devenu par exemple ministre, il a réussi à avoir un autre mentor, à s'entendre avec les autres dinosaures de la politique ivoirienne. Et quand on prend Bleu Goudé aujourd'hui, on peut croire que ça va plus ou moins entre lui et le pouvoir en place. C'est pour cela, malgré la condamnation, il a réussi quand même à revenir en Côte d'Ivoire, comme tous les autres d'ailleurs. Malheureusement, Soro Guillaume n'a pas réussi cela. Alors pour revenir à votre question, moi je pense que c'est totalement une logique de défiance parce que n'oubliez pas que entre le pouvoir actuel de Niamey et celui de Yamoussoukro, le climat est tendu. Donc se retrouver de l'autre côté, notamment le pouvoir de Niamey, c'est quand même une défiance lancée à son ancien mentor. Alors il faut dire qu'il rend la chose beaucoup plus compliquée et il oublie une chose qui est simple en politique. C'est-à-dire que les États sont au-dessus des individus. On peut être d'accord avec des individus qui gèrent le pays à un moment donné, mais dans notre sous-région, les pouvoirs sont tellement instables qu'on peut se retrouver avec un changement de régime et les choses peuvent changer. Aujourd'hui, même si Guillaume Soro veut, il peut arriver au Burkina sans problème. Mais ce n'était pas le cas et il y a de cela quelques années, par exemple, sur le pouvoir de Rochma Christian Kaboré. Donc, c'est de prendre en compte cette donne-là et pouvoir regarder, analyser froidement et pour s'ouvrir toujours une possibilité, une fenêtre, de sorte qu'il puisse pouvoir régler la situation avec son mentor Alassane Dramane Ouattara. Mais quand on regarde l'homme, il n'a pas été patient et aujourd'hui il paye pour son ambition, j'allais dire démesurée, d'aller vite et tout de suite et maintenant à la présidence ivoirienne. Est-ce que c'est possible de recoller les morceaux justement avec Alassane Ouattara? C'est comme les uns et les autres l'ont déjà dit, en politique il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas non plus d'amis éternels, c'est encore possible, mais c'est à lui de savoir manœuvrer et tel que les choses se passent, on a l'impression que celui qu'il veut combattre, vaille que vaille, a pris quand même de l'ascendant parce que celui qui vocifère sur les réseaux sociaux, celui qui tourne, celui qui parle et celui à qui il parle ne lui adresse pas directement la parole publiquement, mais agit parce que Alassane a réussi par exemple à contraindre la France soit de le libérer, soit ou de l'expulser. Donc il a quitté la France, il est allé dans d'autres pays où il a quand même erré à un moment donné à travers le monde entier. Donc aujourd'hui il revient au Niger. On le voit même assez diminué.
Oui, physiquement assez diminué, mais c'est difficile d'apprécier à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'exil, parce que l'exil, il est très difficile. Est-ce que c'est l'exil qui le ronge autant? Est-ce que c'est d'autres considérations qui jouent un peu sur son physique? Mais n'oubliez pas que Soro Giom aussi, plus on prend de l'âge, plus le physique prend un coup. Mais c'est à lui de savoir manœuvrer pour qu'on ait quand même cette possibilité-là, qu'il y ait quand même la réconciliation. Parce que il ne faudrait pas qu'il se trompe, qu'il dise que c'est grâce à moi que Alassane est devenu président. Ça serait une erreur. Parce que même quand on regarde le rôle qu'il a joué dans la rébellion ivoirienne, bien avant lui, il y avait d'autres qui jouaient déjà ce rôle-là dans la rébellion ivoirienne. Il y a eu beaucoup d'hommes. Il a tout de même été un acteur majeur de cette rébellion. Il a été un acteur majeur important, mais pas incontournable, de mon point de vue. Parce que une rébellion, c'est l'aspect militaire sur le terrain. Lui, il a joué le rôle politique. Et comment il est arrivé, comment il est entré en scène, si on t'explique de certaines confidences qui nous reviennent, il a été introduit dans la rébellion par comment il s'appelle, Ibrahim Kouala, qu'on appelait... celui qu'on avait tué à Bobo, comment il s'appelle là? Mais à ce qu'on dit, c'est le même Soro Giom qui a plus ou moins été l'un des acteurs de la mort de ce dernier. Donc, c'est tellement complexe dans ce genre de situation-là qu'il faut savoir raison garder pour ne pas franchir le Rubicon. Il faut toujours se laisser une fenêtre ouverte. Ne pas franchir le Rubicon. On se demande, Lido Tierno, à quoi joue le général Tiani en acceptant d'accueillir Guillaume Soro? Oui, peut-être sont les voies insondables de la politique. Vraiment, c'est peut-être une question parce que la démarche de Guillaume Soro, on peut aussi l'interpréter comme une démarche qui n'est pas dans une logique de réconciliation avec le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, d'autant plus que tout le monde sait que ce qui s'est passé au Niger et à travers les postures de la Côte d'Ivoire, à travers son président, dans ce qui concerne la CEDEAO et l'intervention, donc la CEDEAO, qui était peut-être souhaitée au Niger, n'a pas arrangé les relations entre effectivement le président nigérien et puis le président ivoirien. Alors, si réellement tu es, comment je peux appeler ça, tu as des difficultés avec ton président en Côte d'Ivoire et que tu viennes t'installer chez un autre président qui sûrement n'est pas en bon terme avec ton président, donc on peut déjà interpréter peut-être que tu n'es pas dans une logique de réconciliation. Maintenant, à quel jeu joue le président nigérien, ça c'est une question effectivement on se pose. Et généralement, bon, c'est vrai qu'en politique, c'est difficile d'interpréter les choses quand on n'est pas vraiment un acteur. Le rôle que nous jouons en tant que journalistes, c'est d'observer, de constater, de faire des recoupements et essayer d'analyser et de décrypter les choses. Donc aujourd'hui, franchement, je ne peux pas vous dire de façon affirmative quel est le jeu que joue le président nigérien. On est dans une logique de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oui, mais c'est que Guillaume Soro n'a pas intérêt. Vous savez qu'aujourd'hui, le pouvoir en Afrique, en quelque sorte, c'est comme un État face à un individu. L'État vous écrase toujours. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des pays où les institutions ne sont pas aussi indépendantes. Vous voyez, dans les pays africains, aujourd'hui, tout président qui arrive, il caporalise toutes les institutions. Alors que les institutions devaient être indépendantes pour permettre aux uns et aux autres de faire face à la puissance peut-être de l'État. Vous voyez, dans un pays où, par exemple, la justice est indépendante, si vous avez un problème contre l'État, vous êtes sûr que la justice va aller dans un sens pour voir si vos intérêts ne sont pas lésés. Mais aujourd'hui, on voit par exemple, je prends un exemple comme ce qui se passe au Sénégal avec Sonko. Quel que soit ce qu'il fera, tant que le président Macky Sall veut l'écraser, il n'y a aucune institution qui peut voler à son secours, même s'il a raison. Donc ça veut dire aujourd'hui que Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même si il est sûr et certain de ses raisons, quelle que soit la situation, s'il n'y a pas une médiation entre lui
et Alassane Dramane Ouattara pour trouver une issue heureuse à son exil. C'est sûr et certain, s'il vient et prépare en Côte d'Ivoire, il finira sûrement, déjà il a été condamné, c'est sûr et certain qu'il finira forcément en prison. Alors justement, je ne pense pas qu'à ce stade, il souhaite revenir dans son pays pour être en prison. Mais donc, quand je regarde aujourd'hui la situation, je me dis qu'il n'y a qu'une seule chose peut-être, qu'il y ait cette médiation qui lui permette effectivement de rentrer en Côte d'Ivoire, comme on a vu Success Massara au Tchad. Voilà ce qui s'est passé. Donc, en quelque sorte, parce que ça dit que dans nos pays, aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur les institutions pour dire, bon, nous avons des institutions indépendantes, même si j'ai un problème contre un président qui incarne peut-être l'État, les institutions seront là pour nous départager. Donc, soit vous négociez avec le président, en quelque sorte dans sa situation à lui, soit dans un autre cas, il reste en exil, et être en exil aussi, c'est pas facile, c'est ce qu'il disait. Donc finalement, je me dis que, pour moi, quand je regarde, je fais le tour des choses, je ne vois qu'une seule solution pour lui, peut-être, c'est de trouver une issue qui lui permettra de dialoguer avec Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si on pose la question aux citoyens, qu'ils pourront vous dire quel est le vrai problème entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Parce que, vous savez, il a été Premier ministre de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro, il a été Premier ministre. Alors que je me rappelle des émissions que nous faisions dans les années 2002-2003, quand il y avait la rébellion, et que des gens disaient que si Guillaume Soro met pied en Côte d'Ivoire, c'est sûr que Laurent Gbagbo fera de lui, en tout cas, ce qu'il a envie de faire d'un ennemi. Mais malgré tous ces problèmes, il y a eu des dialogues qui ont permis à Guillaume Soro d'être Premier ministre de Laurent Gbagbo, d'être aussi avec Alassane Dramane Ouattara. Donc finalement, je me pose cette question aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux? Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne peuvent plus jamais se réconcilier. Parce que pour moi, dans la politique, on peut ne pas s'entendre aujourd'hui, mais demain se retrouver. Tout évolue selon les contextes et les opportunités. Alors Issa Siguéré, est-ce qu'on tend dangereusement vers le renforcement du bloc AES contre celui de la CEDEAO, pour parler de manière imagée? Non, quand il y a une crise, en quelque sorte, chacun veut avoir quand même des leviers sur lesquels il peut actionner de temps en temps pour soit mettre la pression, soit pour desserrer la pression. Donc on va observer pour l'instant la situation pour voir ce que ça va donner. Mais de mon point de vue, Soro Guillaume n'est pas un élément aussi important aujourd'hui pour le pouvoir d'Abidjan. C'est vrai qu'on le surveille de près, voilà, mais il n'a pas suffisamment les manettes pour pouvoir inquiéter sérieusement le pouvoir de truc. Parce que, rappelons-le, c'est quelqu'un qui a une mauvaise image pour un camp, pour un côté de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui surveillent, pour ceux qui connaissent bien la politique ivoirienne, notamment ceux à qui il a livré la bataille militaire, notamment le FPI et tous ceux qui sont proches du FPI. Et aujourd'hui, il était plus ou moins adoubé par le RDR en son temps, devenu RHDP un peu plus tard. Donc cela aussi, même dans sa propre famille politique auprès de qui il s'est longuement battu, il y avait des méfiances, des confidences qui nous reviennent. On lui a dit une fois que prendre les armes ne fait pas de lui un militant fiefé, ou bien ne lui donne pas le droit de guetter un certain nombre de postes. Ça, c'est un haut cadre du RDR qui lui avait dit ça en son temps. Parce que avant qu'il n'arrive dans la rébellion, Alassane Dramane Ouattara, c'est toute une histoire. Il a dirigé le RDR créé par Guéni Kobena. Il y a eu des personnes avec qui il a cheminé. Le défunt Ahmed Bakayoko, qui a commencé les choses depuis le Burkina Faso quand il était étudiant. Il y a eu encore Gonkouloubali, il y a eu d'autres personnes qui se sont sérieusement battues pour le RDR d'abord. Les Konaté, Yayoro, beaucoup de personnes. Et lui, il est arrivé au moment où la rébellion avait besoin d'un
On a quelqu'un qui était capable de s'exprimer devant les médias pour pouvoir gérer la question politique. En ce moment, il est rentré. Donc, il a été utilisé à un moment donné comme un élément parmi tant d'autres. Alors, lui, il n'a pas mesuré son poids réel dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir. Moi, je pense qu'il s'est surestimé dans cette situation-là. Et c'est peut-être ce qui lui vaut tous ces déboires-là. Mais il a encore le temps de revoir un certain nombre de choses s'il veut vraiment avoir un avenir politique. N'oubliez pas qu'en perspective, en Côte d'Ivoire, il y a l'élection présidentielle et même peut-être législative un peu plus tard en Côte d'Ivoire. En 2025 déjà, c'est l'élection présidentielle où chacun tente plus ou moins de battre les cartes. Moi, je pense que l'un des objectifs de sa venue au Niger, ça peut être qu'on ne l'oublie pas, parce que Alassane a réussi à démobiliser un peu tout son camp politique en Côte d'Ivoire et que les gens sont en train de plus ou moins de l'oublier. Et d'autres acteurs également sont montés sur la scène politique. Donc il faut toujours trouver ce moyen-là pour qu'on parle de soi. Il ne faudrait pas qu'on oublie de côté aussi qu'il a géré la rébellion. Donc il a un carnet d'adresses assez fourni qu'il peut mettre à la disposition des trucs, comme on appelle ça, de la junte nigérienne qui gère le pouvoir aujourd'hui pour pouvoir faire face à un certain nombre de situations sur le plan international. N'oubliez pas que quand il y a un pouvoir, il y a aussi des gestions souterraines où on a besoin d'hommes de main pour pouvoir faire face à certaines situations. Dido Tierno, une visite d'Alassane, de Guillaume Soro plutôt, au Burkina et au Mali. Est-ce que cela vous surprendra? Bon, comme les médias l'ont dit, bon, c'est pour ça que j'ai toujours dit que je me suis accroché à quelque chose qu'un homme politique a dit. En politique, il n'y a pas d'éternel ennemi, en politique, il n'y a pas d'éternel ami. Et de toute façon, la question peut-être se pose. La question Guillaume Soro, par exemple, au Burkina Faso. Bon, c'est vrai, où il a dit que c'était sous le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Et en ce qui concerne le coup d'État de 2015, où il y avait eu des propos qui étaient sortis. Bon, alors, est-ce qu'actuellement, au-delà de ce coup d'État, on n'a pas évolué? Les choses n'ont pas changé? Voilà, ce sont des questions peut-être qu'il faut se poser. Et puis, bon, c'est vrai, aujourd'hui, le général Kiani, nous, on ne le connaissait pas en tant que tel. On l'a connu lors du coup d'État. Est-ce que lui, il avait des relations avec Guillaume Soro? C'est une question peut-être qu'il faut se poser. Est-ce qu'au Burkina aussi, c'est le cas? Les gens avaient des relations avec Guillaume Soro. Donc, est-ce qu'on gagne? Oui, et voilà, bon, en quelque sorte, c'est pour ça que je dis les voies insondables de la politique, elles sont difficiles à maîtriser, surtout quand vous n'êtes pas acteur. Donc aujourd'hui, on ne fait que regarder les choses, suivre les choses, essayer de décrypter à travers des observations, des constatations et des recoupements, essayer simplement. Donc c'est pas sûr que ce qu'on dit c'est la vérité, mais on essaye comme on le fait pour quelqu'un qui est à l'extérieur de certaines choses, qui n'est pas à l'intérieur pour savoir comment les choses se passent. Donc il faut peut-être essayer d'interpréter et de façon simpliste. Sinon aujourd'hui, le fait qu'il soit au Niger, alors la première des questions ou bien des interrogations, c'est pourquoi le Niger? Alors que on sait que le président ivoirien, compte tenu de la posture de la CEDEAO, n'entretient pas de bons rapports avec le Niger. Voilà, en quelque sorte, d'autant plus que la CEDEAO voulait intervenir militairement et on a vu déjà les postures. Donc, quelqu'un qui est en conflit contre le président ivoirien, donc je parle de Guillaume Soro, qu'il vienne au Niger, ça pose plus de questions qu'on a de réponses. Oui, toute la difficulté peut-être est là. Mais quand on parle de politique, il faut toujours tenir compte de certains paramètres. Tout de suite, Sigiré parlait de qu'il veut se rapprocher de la population. C'est vrai, Guillaume Soro a géré le pouvoir, si je peux le dire, même s'il n'était pas président, à une certaine échelle, le Premier ministre ou le président de l'Assemblée. Mais il y a deux paramètres importants, surtout dans un pays où on organise des élections. Si réellement vous voulez jouer un rôle, soit vous êtes soutenu par un parti très fort, donc qui vous permettent peut-être de gagner, ou bien les citoyens vous reconnaissent en vous des qualités. Est-ce que aujourd'hui, les citoyens ivoiriens, qu'est-ce qu'ils pensent de Guillaume Soro? C'est vrai que je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour le savoir, parce que le plus important c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être même candidat et ça peut ne pas marcher. Vous êtes peut-être connu à l'extérieur, mais si les citoyens n'apprécient pas
ce que vous faites, c'est pas sûr qu'ils vont vous voter. Si vous n'avez pas un parti qui est une vraie machine électorale aussi, ça va poser problème. Donc pour moi aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les ambitions futures de Guillaume Soro, mais comme c'est un homme politique, on se dit chaque fois qu'un homme politique pense, c'est comment conquérir le pouvoir d'État. Mais pour conquérir le pouvoir d'État, il faut avoir certaines garanties. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir toutes ces garanties. Parce que tout simplement, je ne sais pas quelle appréciation le peuple ivoirien fait de ce homme politique. Est-ce que c'est un leader qui peut être une solution pour la Côte d'Ivoire? Ça, c'est aux citoyens ivoiriens de le savoir. De l'autre côté, actuellement, avec les difficultés qu'il a, avec le parti peut-être où on pouvait penser qu'il pouvait être, on se demande s'il peut partir tout seul pour effectivement être quelqu'un... Il est tout de même à la tête d'un parti également. Oui, mais être à la tête d'un parti ne veut pas dire tout simplement, parce qu'au Burkina, on connaît des gens qui sont à la tête des partis depuis longtemps, mais ils n'ont jamais été président du Faso. Donc, ce n'est pas le fait d'être simplement à la tête d'un parti. Il faut être vraiment à la tête d'un parti qui peut jouer un rôle. Voilà, ça c'est un. Et de l'autre côté, compter aussi sur les citoyens, surtout quand vous n'avez pas le pouvoir et vous voulez venir au pouvoir, il faut compter sur les citoyens. D'accord, si vous avez le pouvoir, vous pouvez vous maintenir, même si vous n'êtes pas populaire, même si vous n'êtes pas aimé par les citoyens, vous pouvez vous maintenir. Mais maintenant, arriver au pouvoir, là, c'est un autre problème. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro n'est plus dans les arcanes du pouvoir. Voilà, il n'est plus dans les arcanes du pouvoir, donc il est un homme isolé. Mais finalement, si lui, il veut arriver au pouvoir, jouer un rôle en Côte d'Ivoire, forcément, il faut que ce soit les citoyens ivoiriens qui l'aident à atteindre cet objectif. Alors la suite, nous allons donc attendre l'évolution de ce dossier Guillaume Soro. On poursuit le débat avec un autre sujet, la reconquête de Kidal, une ville qui est passée sous contrôle de l'armée malienne le 14 novembre 2023, selon une annonce officielle faite par les autorités de ce pays. La cité rebelle qui a été reprise après le départ de la MINUSMA et bien plus après de celle de la force Barkhane, une annonce saluée de part et d'autre. Issa Sigiré, est-ce que la reconquête de Kidal a finalement fait tomber le mythe qui entourait cette ville rebelle, dite rebelle? Alors oui, le mythe est tombé et c'est une bonne chose que le Mali est en cours d'être unifié en quelque sorte. Parce que Kidal a toujours été le symbole de la défiance pour les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du Mali et un trophée de guerre pour les mouvements indépendantistes. Donc que l'armée malienne reprenne Kidal, c'est un trophée de guerre qu'il faut mettre à son actif. Maintenant, aujourd'hui que Kidal est tombé, comment gérer toute cette région qui est aussi vaste, à peu près comme le territoire du Burkina Faso? Comment, après avoir vaincu militairement, si je peux m'exprimer ainsi, arriver à fédérer les énergies, à maintenir les positions, et même pour pouvoir maintenir les positions, il faut à un moment donné arriver à conquérir le cœur des populations pour pouvoir vous soutenir dans vos différentes actions. Si vous n'arrivez pas à unir les populations, à avoir les populations à vos côtés, les choses peuvent être extrêmement compliquées. C'est là où il y a toute la difficulté, parce que le Mali est à sa 4e rébellion depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne la région de Kidal, ça a toujours été quand même une zone de conflit. Ça fait que même le développement a pris quand même un sérieux coup. Mais malheureusement, malgré le temps que les groupes armés ont occupé cette partie, il n'y a pas eu le développement tant souhaité, tant réclamé ou tant revendiqué. Donc aujourd'hui que l'armée malienne prenne Kidal,
il va falloir aller rapidement, vite et bien pour pouvoir déjà désamorcer ou encore apaiser les cœurs des populations qui sont déjà sur place et essayer encore d'actionner le levier du développement économique et social pour ne pas que ces groupes armés-là aient quand même des arguments encore solides pour pouvoir revenir un peu plus tard. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que c'est à partir de cette situation qu'on a vu que toute la sous-région a commencé à s'embraser dans cette crise. Parce que quoi qu'on dise, lorsqu'il y a eu une opération militaire telle que nous avons constaté au Burkina, au Niger, au Mali et même aujourd'hui dans les pays comme le Ghana ou encore un peu la Côte d'Ivoire, à un moment donné le Togo, le Bénin, on a vu quand même les actions des groupes armés terroristes. Alors on se dit qu'il y a toujours une base arrière où ces groupes armés peuvent se replier à tout moment ou encore ils peuvent mener un certain nombre de choses, notamment les entraînements, les trafics de tout genre. Donc, prendre Kidal aujourd'hui, ça peut être salutaire pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas le Sahel. Donc, c'est d'aider. De mon point de vue, les autres pays doivent aider le Mali à pouvoir maintenir ses positions, sécuriser totalement, afin qu'on ne puisse pas revenir à des situations beaucoup plus malheureuses. Mais je pense que déjà cette solidarité a été annoncée à travers ce communiqué du gouvernement pour soutenir justement les politiques maliennes dans cette dynamique d'unification du pays. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est au-delà du Burkina Faso que les autres soient et aussi soudés, notamment le Mali, le Niger, soient aussi engagés et pourquoi pas même les autres pays qui sont les autres pays tels que le Togo, la Côte d'Ivoire et les autres. Parce que les pays ont suffisamment regardé le Mali se battre seul. Quand les choses se sont... quand la situation s'est embrasée, on a vu comment on appelle ça, les groupes armés descendre progressivement vers le Burkina, un peu vers le Niger. C'est vrai que le Niger a connu par le passé plusieurs rébellions aussi à un moment donné, mais les autres pays comme le Burkina ont commencé à connaître cette situation et la crise a commencé à migrer un peu vers les côtes occidentales. Donc il faudrait que tous les pays s'unissent pour pouvoir aider le Mali à sortir de cette situation-là. Peut-être que c'est de là aussi que viendra la paix dans les autres pays. Dans le Sahel. Lido Tierno, la reconquête de Kidal, un haut fait de guerre pour Assimi Goïta. Oui, on peut le dire. Pour lui, c'est un symbole. Hein. Assimi Goïta, c'est un militaire. Et de toute façon, bon, pour lui, reprendre Kidal était quelque chose de tout à fait positif. Mais au-delà de Kidal, je pense que le problème qui se pose avec le Mali, c'est vraiment la question Touareg. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lisez l'histoire, vous savez, comme le disait Issa Sigiré, c'est la 4e rébellion. Il y a eu la première en 63-64, il y a eu la seconde, ça c'était Modibo Keïta qui était au pouvoir, il y a eu la seconde en 90, ATT et choses, comment il s'appelle, Moussa Traoré qui était au pouvoir, il y a eu celle de mars de 2006, ATT, et il y a eu enfin celle de 2011-2012. Vous voyez, donc, et d'ailleurs, la première, celle de 63-64, avait été matée dans le sang à Kidal. Modibo Keïta avait envoyé les militaires maliens qui sont allés mater ceux qui avaient initié cette rébellion, qui ont fui, qui sont rentrés en Algérie. Donc, on peut dire que l'armée malienne a toujours frappé les gens, mais c'est une rébellion cyclique. Alors la question maintenant qu'il faut se poser, voilà ce qui s'est passé ces derniers temps à Kidal. Ils sont partis, les militaires maliens sont partis et les rebelles, les rebelles Touareg se sont enfuis. Donc en quelque sorte, ça veut dire quoi? Est-ce que le problème est résolu? Non, le problème n'est pas résolu. Alors justement, quand on parle de Kidal, comme beaucoup le disent, c'est un problème entre Maliens. C'est vrai, Issa Sigiri dit que peut-être des gens n'ont pas intervenu. 63, 64, c'était un problème entre Maliens. Même en 90, quand Moussa Traoré était au pouvoir et que pendant 6 mois, ces gens ont contrôlé le Nord et surtout qu'ils revendiquent les 5 régions du Nord qui sont, je pense, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka et Kidal.
La question Touareg reste une question entre Maliens. Oui, ça reste une question entre Maliens. Et vous savez que c'est la troisième, celle de 63-64, celle de 90, il n'y avait pas la question du terrorisme en tant que tel. Et on sait qu'effectivement, le terrorisme est arrivé, il y avait AQMI qui est arrivé dans les années 2002 au Mali. Et donc la rébellion, la troisième rébellion, celle de 2006, avec ATT, a trouvé le Mali dans une situation bizarre. Et finalement, c'est vrai, maintenant, on a fait un amalgame entre rébellion Touareg et groupe salafiste. Et finalement, on n'arrivait pas à faire le distinguo. Et je pense que c'est ça qui a plus posé des problèmes, d'autant plus que ces groupes salafistes se sont déversés dans les pays frontaliers. Et finalement, comment on peut dénouer le problème, c'est-à-dire régler le problème entre la rébellion Touareg et le pouvoir central malien et de l'autre côté les groupes salafistes et autres. Vous savez, un accord avait été trouvé en Alger. Justement, les têtes de ce mouvement sont connues. Oui, mais quand vous regardez, je disais que c'est une rébellion cyclique avec des gens qui changent. Il y a eu les accords, c'est vrai que pour la première rébellion, celle de 63 à 64, où Modibo Keïta a envoyé les militaires maliens aller mater dans le sang la rébellion à Kidal, il n'y avait pas eu de discussion d'accord, parce qu'effectivement, ils avaient dit, d'autant plus que ça s'était passé dans le sang, il n'y avait plus de possibilité de discuter. Mais en 90, la deuxième, avec Moussa Traoré, il y a eu des accords, notamment l'accord de Tamarin 7. Voilà. Ensuite, de 80, ça c'était en 80, je pense que c'était en janvier 91, effectivement, cet accord, sous l'égide encore de l'Algérie en son temps. Mais ça n'a jamais tenu. On sait qu'en 92, il y a eu ce pacte qu'ils ont signé, ils ont déposé des armes, ils ont même brûlé des armes. Et ça permet à Iyad Agali, avec son groupuscule et d'autres, de rejoindre le pouvoir malien. Mais d'autres rebelles avaient refusé de rentrer dans ça. Et on voit que c'est une rébellion qui mue, qui arrive avec de nouvelles têtes. Et en 2006, c'était l'Alliance patriotique, en tout cas, pour le changement, je pense. En 2011, c'est le MNLA qui est... Bon, c'est 2012 et autres, c'est le MNLA, on entendait parler. Donc, c'est une rébellion où des individus et des groupes sont en train de changer. Ils muent. Donc, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose d'uni. Ce sont des gens, on a l'impression que ce sont des gens qui prennent des armes. Au nom de la communauté Touareg, c'est sûr qu'ils n'ont pas été élus par une communauté Touareg. Simplement, ils vont contre le pouvoir malien. Ils demandent que des accords soient mis en place. Alors, et qu'il veut dire que la reprise de Kidal relance le débat sur cette question Touareg? Oui, ça relance la question parce que tout simplement, je me dis que même les Maliens sont conscients aujourd'hui que peut-être la guerre ne va pas résoudre le problème. Il faut s'asseoir et discuter. Malheureusement, quand ils discutent et qu'il y a des accords, on dit que les accords ne sont pas respectés, soit par le pouvoir malien, soit par les groupes rebelles. Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui la communauté Touareg, au nom de laquelle ces groupes se battent, est-ce que réellement elle est tout à fait d'accord avec ce que ces gens font? Et justement, quand il y a ces pourparlers, c'est vrai qu'à Ouagadougou, on a eu la chance, nous autres, en tant que journalistes, de voir ces gens-là. Mais chaque fois, je me posais la question, ils sont les représentants des Touaregs, mais qui les a désignés comme représentants? Il n'y a pas d'élection où ils ont été choisis pour représenter les... Est-ce que le peuple Touareg, en tant que tel, participe aux discussions? La légitimité de ces acteurs. Oui, moi, j'ai un peu de doute sur la légitimité de ces acteurs. J'ai l'impression que celui qui a des armes prend ses armes, crée son mouvement et il dit qu'il défend la cause Touareg. Est-ce qu'aujourd'hui, les Touaregs qui sont là-bas, qui sont maliens, est-ce qu'aujourd'hui, la cause défendue par ces différents mouvements, est-ce qu'ils se reconnaissent? Alors, Lido, revenons à la reprise de Kidal, avec plusieurs questionnements. Pourquoi, sous l'armée française, Kidal n'avait pas pu être reprise? Et avec le contrôle de cette ville par la MINUSMA, pourquoi les FAMA n'arrivaient toujours pas à pénétrer Kidal? Ce sont des questionnements qui demeurent. Oui, mais ça c'est très simple. Quand vous regardez le cheminement des choses, quand il y a eu l'éclatement de cette rébellion, cette quatrième rébellion, comme le dit Issa Sigiri, les gens, ils ont pris des zones, notamment Gao, Tombouctou. C'est vrai qu'on ne pouvait pas faire le distinguo parce qu'il y avait les groupes terroristes aussi qui étaient dans la bagarre. Mais quand ils ont pris ces zones et quand l'armée française est intervenue,
elle a frappé, chassé des gens à Tombouctou et à Gao. Et cette armée française a été aidée par des groupuscules encore, genre je pense ça doit être le MNLA et autres, qui ont aidé cette armée française à faire face au groupe salafiste. Et je pense, on peut déduire que simplement, les Français ont dit, ok, comme ils nous ont aidés, on leur permet de rester à Kidal. Et comme on était dans la logique des accords, et je pense que si la MINUSMA est venue, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire la nuance entre la rébellion Touareg, le pouvoir malien et les groupes terroristes. Parce que pour la communauté internationale, je pense qu'elle se dit que c'est un problème politique entre Maliens, c'est-à-dire la rébellion et le pouvoir malien. Donc, à travers des accords, eux, ils peuvent s'entendre et vivre ensemble. Voilà. Donc, peut-être la MINUSMA s'est interposée pour permettre effectivement que ces accords soient une réalité, qu'ils soient mis en œuvre pour que ces Maliens puissent discuter entre eux, régler les problèmes. Parce que les groupes, à chaque rébellion, soit ce sont des frustrations, soit c'est le fait que le Nord n'est pas développé. Donc, ils avancent certains arguments. Et quand on avance ces arguments, je pense qu'un pouvoir central peut s'asseoir, discuter avec d'autres Maliens et trouver des solutions. Et je pense que c'est à cause de ça, la MINUSMA s'est mise là-bas. Parce qu'aujourd'hui, si c'était uniquement les groupes terroristes qui étaient face au pouvoir malien, on n'allait pas avoir une force d'interposition. Ça, c'est sûr et certain. Issa Siguiré, quelle lecture est-ce que vous faites justement du fait que cette cité a été pendant plusieurs années incontrôlée par les forces armées maliennes, par l'État central? Alors, il faut remonter à la genèse du début de la crise. Quand il y a une crise telle que on l'a vécue au Mali, Ludo le rappelait tout à l'heure, il faut faire une nette différence entre la rébellion Touareg et les groupes armés terroristes. Il faut faire la part des choses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était une rébellion, et lorsqu'il y a une rébellion, il y a toujours eu des négociations. Et au début de la crise, la négociation se tenait ici même à Ouagadougou, au Burkina Faso, et avant qu'on se déporte du côté d'Alger. Quand il y a négociation, il y a nécessairement des accords. Et l'application des accords donne quand même des positions de part et d'autre. Donc l'armée française maintenait un certain nombre de positions pour faire respecter en quelque sorte les accords qui avaient été signés jusque-là. Donc de mon point de vue, c'est ce qui a été ce qui a permis de maintenir les positions, ou encore, si vous voulez, que l'armée malienne n'aille pas jusqu'à Kidal. Mais il faut reconnaître que le fait d'attaquer Kidal aujourd'hui est une décision purement politique. On peut décider à un moment donné de mater la rébellion, tout comme on peut décider d'avoir des accords politiques. Il faut trouver le juste milieu, et ce qui peut être efficace, parce que nous sommes tous d'accord que la seule puissance militaire ou force militaire ou bataille militaire ne peut pas totalement régler la situation. Il faut un savant dosage. À un moment donné, avancer avec la force cinétique, ou encore pour pouvoir avoir les arguments solides pour aller vers la négociation. Et quand il y a une décision politique de ce genre, il est difficile d'avoir la vérité en tant que telle, parce qu'on n'a pas toutes les cartes pour pouvoir faire une analyse beaucoup plus profonde. Parce que vous verrez aujourd'hui l'armée malienne ou le pouvoir de Bamako qui va avancer un certain nombre d'arguments qui peuvent être vrais ou vraisemblables. Et c'est la même chose du côté de la rébellion, qui avance des choses qui sont souvent vraies, mais peut-être parfois tronquées. Donc c'est peut-être ces négociations qui ont eu lieu au début de la crise qui a permis quand même de garder la situation hors du contrôle du Mali. N'oubliez pas qu'à un moment donné, il y a eu ces informations selon lesquelles l'armée malienne était en train d'avancer vers Kidal, et qu'ils auraient été stoppés par l'armée française. Ça, ce sont des informations qui ont circulé à un moment donné. Donc aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle phase de la situation, et l'armée malienne est encore une fois à Kidal. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir cette position, pacifier toute la région, mais surtout d'aller aussi vers le
dialogue, parce que c'est plus important c'est plus important de pouvoir unir la population malienne, qu'il soit Touareg, qu'il soit encore Peul ou encore d'autres trucs, c'est tous des Maliens qu'on peut trouver des solutions à la malienne pour que on arrive vers le Grand Mali ou le Maliba, comme on le dit. Et alors, ce qui m'intéresse avec les Maliens, c'est qu'ils ont prôné au moins deux choses. Le dialogue et intégrer. Vous voyez, chaque fois quand il y a eu une rébellion, bon, à part celle de 63-64, en 90, effectivement, on sait que Moussa Traoré, qui était président, avait des problèmes internes. Il était contesté, on a vu comment son pouvoir est terminé d'ailleurs. Et comme il y avait la rébellion, ils ont pu trouver, comme je parlais des accords de Tamara 7, ils ont pu trouver des solutions et jusqu'à ce que ce pacte signé en 92 où certains ont déposé les armes, ils ont même brûlé les armes. Donc on a vu par exemple comme Iyad Agali a intégré le pouvoir malien, il a travaillé avec le pouvoir malien jusqu'en 2011. Et on a vu aussi ces rebelles qu'on voyait à Ouagadougou dans les accords intermaliens, certains intégraient même les gouvernements de Assimi Goïta. En quelque sorte, ça veut dire que la discussion est là, tant que le dialogue est là, les gens prônent le dialogue. Je pense que les Maliens ne sont pas des vats en guerre, mais c'est vrai que quand des gens prennent des armes, il faut aussi une réponse forcément militaire. Mais quand le dialogue, on peut le prôner, c'est toujours bien de le prôner, parce que ces Touaregs sont des Maliens. La meilleure façon, c'est pouvoir s'entendre avec eux. Et surtout quand on regarde aujourd'hui le Mali, avec les groupes terroristes, ça veut dire quoi? Le Mali a déjà deux ennemis qui sont l'État islamique et le groupe de soutien, le JNIM. Donc ce sont deux ennemis pour lesquels le Mali a ouvert des fronts. Si encore au nord, il faut ouvrir un front avec la rébellion Touareg, ça fera 3 fronts pour un pays. Alors moi je pense que pour la rébellion Touareg, il faudra travailler, en tout cas à dialoguer, à ramener peut-être ces Touaregs-là qui ont pris des armes à l'intérieur de la République du Mali. Et maintenant, ensemble, faire face aux groupes terroristes. Parce qu'avec les groupes terroristes, on ne dialogue pas. Eux, on doit faire face et les éradiquer. Ça, il faut les éradiquer totalement. Et je pense que c'est le problème qui se pose. Parce que c'est vrai, quand je regarde les autres pays, par exemple, le Niger a eu sa rébellion Touareg, mais elle s'est calmée. Comment les Nigériens ont fait pour calmer cette rébellion Touareg? Peut-être que les Maliens aussi doivent s'inspirer. Le cas nigérien. Voilà. Pour le cas nigérien, on est arrivé à une situation où, à un moment donné, on avait pris en compte les groupes indépendantistes dans le gouvernement nigérien. Jusqu'à une date récente, jusqu'à Mohamed Bazoum, il y avait toujours le chef rebelle, Rissa Agboula, voilà, c'est son nom. J'ai eu la chance de prendre part à une rencontre où il est venu partager l'expérience du Niger sur la question. Il a toujours été conseiller à la présidence et qui a rendu ministre avec tout ce qui va avec. Mais quand il y a des choses de l'autre côté, ce sont des gens qui plus ou moins servent de pont entre le pouvoir en place et peut-être des crises qui pourraient naître. Et je me rappelle quand depuis à un moment donné, après la chute de Mohamed Bazoum, il avait même demandé à ses partisans de rejoindre les combattants au Mali pour faire face à la situation. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il devient. Mais en tout cas, à un moment donné, tout doit finir autour du dialogue, autour de la discussion, pour pouvoir avoir une sous-région beaucoup plus pacifiée pour aller vers le développement. Parce que tant qu'on aura des crises, tant qu'on aura des trucs de ce genre, il serait difficile d'aller vers le développement. Alors que les autres parties du monde sont en train d'aller vite à une vitesse V, ce qui fait que nous sommes toujours à la traîne à cause de ces crises, à cause de l'instabilité. Donc il va falloir à un moment donné... Très rapidement, poursuivre avec le troisième sujet qui porte sur les finances publiques. L'état du gouvernement qui a décidé de rappeler à l'ordre les créanciers de la Sonater, les créances estimées à 11 milliards de francs CFA. Et du côté de 3 fonds financés par le ministère de la Jeunesse
jeunesse et de l'emploi. On parle de 30 000 personnes qui sont concernées par des créances évaluées à plus de 22 milliards de francs CFA. Alors, Lido Tierno, l'État veut ses fonds. Oui, l'État veut son argent et nous aussi nous voulons notre argent, nous les citoyens. Parce que pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu vas faire un prêt en banque, mais tu rembourses. Donc forcément, l'argent que tu as eu à prendre, tu sais que c'est l'argent de tout le peuple burkinabé. Quel que soit ce que tu as eu à faire avec, travaille à rembourser ce que tu as pris, ce n'est pas pour toi. Mais malheureusement, vous savez que souvent nous les journalistes, on nous parle de l'éducation aux médias, même la démocratie, on parle de l'éducation. Mais moi je pense que la gouvernance aussi, il faut qu'on éduque les gens, ceux qui ont la chance d'être dans les pouvoirs ou de tourner autour des pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, l'image qui ressort de ces deux trucs, c'est que à cause des positions politiques, des gens qui étaient au pouvoir ont favorisé peut-être leurs militants ou leurs adhérents en leur octroyant des choses pour lesquelles ces gens ne pensent pas qu'ils ont l'obligation de rembourser. Voilà pourquoi je dis, si c'était dans une banque, ils étaient allés prendre de l'argent, ils allaient forcément rembourser. Mais donc, on a l'image que l'État, c'est la vache où tout le monde, surtout quand vous avez la chance de gérer le pouvoir ou être dans le pouvoir, vous pouvez vous permettre toutes les choses. Mais moi, je serais d'accord avec ce que la décision prise, qu'on poursuive tous ceux qui doivent à l'État, qui nous remboursent notre argent. Pour ça, on ne discute pas. On ne t'avait pas donné de l'argent, tu as dit que tu as prêté de l'argent. Tu es allé prendre un tracteur, tu dis, tu t'es engagé à rembourser. Mais que tu rembourses. Maintenant, moi, je pense que tout simplement, ce qu'il faut faire, il y a peut-être un échéancier précis qu'ils n'ont pas respecté. Si vous ne respectez pas cet échéancier précis-là, alors dites-moi, si c'était en banque, vous étiez allé prendre de l'argent et vous ne respectez pas les échéances pour pouvoir rembourser, quelle sera la position de la banque face à ces gens? Et je pense aujourd'hui, nous sommes un pays qui a besoin d'argent, nous avons toujours eu besoin d'argent et nous avons besoin d'argent. Si on peut aller retrouver tous ceux qui nous doivent, où ils sont, qu'ils puissent rembourser. Et faire comprendre aux gens que quand on est dans un pouvoir ou autour d'un pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on doit être laxiste ou bien on pense que si je fais ça de toute façon, je n'aurai pas de compte à rendre. Mais l'État également est un mauvais créancier, Lido Tierno. Oui, mais vous voyez, c'est ça qui fait toute la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple les structures dont vous parlez, c'était des structures étatiques coiffées par des personnes peut-être militantes de partis politiques. Par exemple, sous Blaise Compaoré, c'est le CDP, après c'est le MPP. Donc je pense que ça doit être ces deux pouvoirs. Les gens le font parce qu'ils se disent simplement, je suis militant d'un tel parti politique qui est au pouvoir, donc je peux prendre des crédits et ne pas payer. Chaque fois je me pose cette question, quand je suivais les différents reportages, je disais, mais si c'était en banque, vous étiez allé prendre cet argent-là, est-ce que vous n'allez pas rembourser? Vous voyez ce qui s'est passé avec les véhicules des députés. C'est vrai, certains mots ont dit que non, comme on a interrompu leur mandature. Mais si vous prenez un prêt aujourd'hui en banque et puis demain on vous licencie dans votre service, il y a des mécanismes prévus. Non. Donc, dans toute situation, il y a des mécanismes. Donc, aujourd'hui, cette décision, je souhaite que les autorités qui prennent cette décision soient strictes, qu'au moins elles puissent faire un bilan au peuple burkinabé dans une année, en disant effectivement on a pu entrer dans notre argent, l'argent du Burkina, de tous les Burkinabés. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui prend un crédit, qui s'engage dans quelque chose, ne peut pas du jour au lendemain ne pas vouloir régler et pour se cacher derrière quelque chose. Donc on comprend que c'est en tant que militant d'un parti politique au pouvoir qu'il a sûrement pris en se disant je ne vais pas rembourser. Donc il faut qu'il rembourse. On va pas tout ramener à la politique. Oui, mais forcément c'est la politique. Également. Chaque fois je me dis, si c'était en banque, il était allé le faire, il n'allait jamais avoir ce comportement, il allait régler. Alors Issa Sigiri. Alors moi je salue cette décision de recouvrer cet argent-là, même si je sais que dans la pratique il serait très difficile d'avoir une bonne partie de cette somme pour des raisons que je vais expliquer un peu plus tard. Je suis content parce que il faudrait que désormais on sache que si je contracte un prêt auprès des structures de financement de l'État, je dois rembourser, c'est de l'argent public. Si je rembourse,
de sorte que ces fonds-là puissent avoir encore la possibilité de financer d'autres jeunes encore, tout comme pour permettre à tout le monde d'avancer. Donc, je salue cette décision. Je souhaite en tout cas qu'on mette tous les mécanismes possibles de recadrer le tir, parce qu'il y a assez de déperdition. Quand on prend rien que les 3 fonds où on parle de 20 milliards ou 21 milliards à recouvrer, c'est énorme pour un pays pauvre comme le Burkina. Si ces fonds-là avaient réellement servi à investir dans des entreprises, en tout cas ces jeunes-là auraient employé beaucoup de personnes. Maintenant, ce que je regrette, c'est que ces fonds-là ont toujours été l'instrument politique des différents pouvoirs qui se sont succédés. Si vous remarquez bien, en 2014, juste avant la chute de Blaise Compaoré, où on était dans la tendance de la modification de l'article 37, il y a eu encore le lancement de ce fonds, parce que généralement ce sont des programmes qu'on lance de financement de jeunes. Ce qui fait que dans ce programme-là, on vote un budget qu'il faut épuiser. On ne cherche pas forcément ceux qui ont des projets porteurs pour pouvoir les financer. Et quand le régime de Blaise est tombé avec ce truc-là, la transition a accusé le régime de Blaise Compaoré d'avoir distribué de l'argent à ses militants. Et eux aussi, ils ont lancé un programme du genre, le PSUT. Ça fait 25 milliards dans tout le programme, dont des financements de près de 30 000 projets de jeunes. Et quand eux aussi sont partis, le régime de Roch Marc Christian Kaboré aussi a accusé les autres d'avoir financé leurs jeunes, et tout en lançant plusieurs programmes, et parmi lesquels il y a le financement des start-up, et même à travers le PNDS où on devait financer les jeunes. Et peut-être même que ce gouvernement, tout en criant au scandale, encore peut-être va lancer peut-être des programmes où il va encore financer d'autres jeunes, et c'est toujours dans comment on appelle ça, la caverne d'Ali Baba. On dénonce les autres, eux on fait des trucs, et malheureusement ça a toujours été ainsi. Et je vous explique une anecdote. En 2015, j'avais postulé à ce type de programme où on devait effectivement financer ce type de projet. Et on avait estimé en son temps que le projet était suffisamment avancé. En tout cas, ceux qui nous formaient, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Et j'avais franchi toutes les étapes où il restait le décaissement. En son temps, on m'avait promis 10 millions, parce que 10 millions permettaient de lancer mon projet. Parce que moi aussi, j'avais mis suffisamment d'argent dedans et j'étais à un certain niveau. Et il y a eu des vagues qui ont eu. La première vague a pu avoir les premières parties, puisque quand on vous promet ce type de crédit, on ne vous donne pas l'argent direct, on ne vous donne pas la totalité de la somme, on vous donne une partie de la somme. Donc il y a eu une première vague. Et quand notre vague est arrivée, le régime de la transition venait de finir. Et c'était le régime de Roch Marc Christian Kaboré qui devait prendre la relève. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont dit que ceux qui ont eu leur argent ont eu leur argent, ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent avec. Ceux qui n'ont pas encore eu n'auront plus, parce que c'est le gouvernement des Zida qui a voulu financer ces petits. Vous voyez comment on politise la chose. Et c'est comme ça c'est resté. Ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas eu. Et ceux qui n'ont pas eu ne sont pas allés au bout de leur projet. Parce que si tu as un projet, par exemple, de 10 millions, et qu'on te donne, par exemple, 5 millions, le projet, il n'est pas achevé. Tu vas commencer les investissements. Alors, et tu n'auras pas... lutter contre la politisation de ces fonds? Bon, il faudra d'abord que les hommes politiques soient les premiers, ceux qui ont la chance de gérer le pouvoir d'État, soient les premiers à responsabiliser les citoyens devant le respect de la chose publique. Quand il a parlé de 2014, avant l'insurrection, il y a un homme politique qui a eu le courage de dire aux jeunes, quand on va vous donner l'argent, prenez bouffer. Alors, vous n'allez pas payer. Voilà, et vous ne payez pas. Comment un homme politique qui aspire à gérer un pays peut dire ça à des jeunes concernant l'argent qui appartient au peuple burkinabé? Même si vous êtes un opposant au pouvoir, l'argent là, sachez que cet argent est utilisé pour le développement du pays, et vous aussi, vous bénéficiez du développement du pays. Vous ne pouvez pas dire aux jeunes, si on vous donne l'argent, prenez bouffer, c'est votre argent. C'est l'argent du truc. Mais alors, si quand cette même personne va arriver au pouvoir, donc elle va donner à d'autres qui diront
Tu disais quand tu étais opposant qu'on prenne bouffer, donc on va bouffer aussi. Donc finalement, il faudra que, c'est vrai, aujourd'hui quand on parle de la démocratie au Burkina, les gens disent oui, c'est pas un bon modèle de société. Mais malheureusement, tout modèle de société est bon. Mais il faut des hommes de qualité. Même ceux qui gèrent le pays doivent être des hommes de qualité. Si vous avez des citoyens de qualité et vous n'avez pas des hommes politiques ou bien des dirigeants de qualité, forcément, votre pays ne pourra jamais avancer. Et c'est tout aussi. Mais moi, je pense d'ailleurs que si les dirigeants, c'est vrai qu'ils ne sont pas plus nombreux que le peuple, mais si ce sont des hommes de qualité, ils vont donner l'exemple aux uns aux autres. Mais les pays asiatiques dont on parle et puis nous on regarde là, il n'y a que deux choses qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font, la discipline et la rigueur. Alors que ici, nous, on n'a ni rigueur, ni responsabilité quand on vous confie. J'ai toujours regardé ceux qu'on nomme à des postes. Nous sommes des millions de Burkinabés, on vous nomme à un poste. Et vous ne pouvez pas impacter ce poste de telle sorte que quand vous ne serez pas là, qu'on dise ce monsieur, quand il était là, effectivement, son travail était correct. On a l'impression que les hommes de qualité ont manqué et manquent toujours à ce pays qu'est le Burkina Faso. Et tant qu'on n'aura pas des hommes de qualité, tout ce qu'on fera, même si aujourd'hui on change... Est-ce que ce n'est pas plutôt le fait qu'on ne va pas vers ces hommes de qualité que de dire... Non, mais moi je pense qu'une fois qu'on vous confie une responsabilité, pensez que quand vous allez quitter cette responsabilité, que votre nom restera gravé dans l'esprit des gens, à travers vos qualités. Moi je souhaite quelqu'un dans le management, ou bien en tout cas dans le travail fait, qui est une rigueur, même si on ne l'aime pas à cause de cette rigueur, quand demain il ne sera pas là, de toute façon quand on parlera du travail, on retiendra son nom dans les esprits. Oui. Tierno, aussi merci à Issa Sigiré, nous sommes à la fin de ce débat, et merci à vous qui l'avez suivi, fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité, et merci à vous d'être venus.